Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Zas. Alors, on va faire un récapitulatif de notre trajet depuis Mulhouse vers Nice avec mon modèle Y en pneu hiver et en passant par la Suisse et l'Italie. On va les voir. Honnêtement, c'est pas pour survendre la vidéo, mais c'est vraiment très intéressant parce qu'on va comparer aussi à la fin pour le même trajet exactement avec mon ancienne modèle 3 Ghost qui n'avait pas de pompe à chaleur et avec les mêmes pneus hiver à la fin de la vidéo. Et puis surtout, vous allez voir qu'il y a au niveau de la consommation beaucoup de choses à dire, et notamment aussi au niveau de la gestion de la température de la batterie. Alors, au départ, le GPS de Tesla prévoyait un arrêt à Monte-Ceneri, vous allez voir que ça va changer un peu, et ensuite à Varazze en Italie, je suis parti à peu près à 95% de batterie. Alors nous voilà partis, alors je ne vais pas vous montrer l'intérieur de la voiture, j'ai un peu honte honnêtement parce qu'on était chargé à ras-bord. Et là, c'est clair, ça rentrait pas dans la Model 3, hein, puisque vous savez, j'ai mis une plage hein, dans mon coffre de Model Y, et là il était ouvert, hein, ça passait au-dessus évidemment. Euh, mais on a tout mis, et là franchement, gros plus du Model Y, c'est clair, en termes de chargement ça m'a sauvé la mise pour cette fois. Je vous avez montré hein, un des postes où, euh, par rapport à un trajet individuel, en famille, c'est le jour et la nuit, le nombre de bagages. En plus, là, c'est Noël, donc il y a des cadeaux. Ceci explique cela. Donc, nous voilà partis. Alors, au niveau, alors déjà, point extrêmement positif sur les 600 et quelques 80 km de trajet. Je crois que j'ai eu un seul mini freinage fantôme, donc franchement parfait. Là, rien à dire. Et en plus, vous savez que les autoroutes en Italie, en passant par Gênes, il y a beaucoup de tunnels, il y a pas mal de camions. Aucun problème. Donc là, c'était super agréable. La voiture est comme sur un rail. Donc là, honnêtement, je croise les doigts. J'espère qu'on va garder une telle version de software, en tout cas pour les freinages fantômes, telle qu'à l'heure actuelle. Là, c'était vraiment super agréable. Je m'étais mis aussi en mode confort, hein, parce qu'on était super chargé. Au freinage, ça se sent, la voiture est lourde, donc je ne vais pas faire d'accélération brusque et puis essayer de voilà de lisser au plus possible à la fois les freinages et les accélérations pour que ben, ma famille soit le plus confortablement installée dans la voiture. Et donc nous voilà partis, on est sur les autoroutes suisses et au fur et à mesure je me rends compte que ma consommation est moindre que prévu et qu'on va pouvoir aller plus loin. En fait, on va pouvoir aller jusqu'à Mélide où il me prévoit à peu près 10% de batterie. Vous allez voir qu'en fait, ça va être un poil mieux que ça. Là, on arrive au tunnel du Gothard. Alors honnêtement, vous savez, je n'ai pas le AP, je n'ai pas le FSD. Alors le AP c'est vrai, hein, le dépassement semi-automatique c'est quand même bien pratique, mais là j'ai trouvé mes marques, à savoir que évidemment je regarde dans le rétro, je mets le clignot et après je surveille sur l'écran s'il n'y a pas, vous savez, les fameuses lignes rouges ou s'il y a une voiture qui arrive. Donc euh, honnêtement je pense pas que je vais le prendre. 3 800 € c'est quand même beaucoup d'argent et pour cette seule fonction vraiment qui fait la différence et le nombre de trajets sur autoroute que je fais pendant l'année, honnêtement je pense pas que ça vaille le coup. Nous voilà dans le tunnel du Gothard. Alors ouais, évidemment, la température monte beaucoup dans le tunnel, on passe de 0 à 25 degrés, et à peu près toutes les 2 minutes, la température au niveau de l'écran augmentait. Je pense que le capteur de température doit être dans un rétroviseur. Et là, vous voyez la consommation qui baisse petit à petit. Alors vous allez voir, c'est très intéressant au niveau de la consommation. J'ai appris beaucoup de choses là. Et déjà, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à mon ancienne modèle 3, il semble que le modèle Y avec paquet G et surtout la PAC avec ce système Octoval, vous savez, qui distribue la chaleur entre la batterie et aussi l'habitacle, et ben à partir d'une certaine température très basse, puisqu'on a eu comme des -4, bah, ça impacte hein, la température de la batterie. On verra ça plus tard. Alors voilà, là, on continue notre bonhomme de chemin. On a un nombre incalculable de zones de travaux. La voiture s'est pas fait piéger par les différentes lignes jaunes ou blanches des fois qui se croisent. Par contre, hein, quand vous avez une vraie zone de travaux que vous devez traverser pour aller sur l'autre partie de l'autoroute avec les plots, la voiture est aveugle. Elle tourne pas toute seule, hein, donc ça faut bien le savoir. En France, pour l'instant, ça ne fonctionne pas, mais pour l'usage courant sur voie rapide autoroute, franchement là, impeccable. J'étais vraiment super impressionné. Donc là, on arrive
à mes leads. Vous voyez là, il y a pas mal de tunnels. Là, souvent, c'est assez étroit. Et là, franchement, ça a marché de manière impeccable. Alors, ce que je peux vous dire déjà, c'est que sur ce premier trajet, j'ai eu un commentaire de Tesla Fab qui me proposait, avant de partir, de simuler un arrêt, un superchargeur pour préchauffer la batterie à la maison. Là, j'ai pas pu le faire. Et là, je peux vous dire que j'étais étonné parce que bien avant d'arriver au superchargeur, j'avais déjà le préchauffage de la batterie qui s'est enclenché. Vous allez voir, c'est assez étonnant quand même, la durée pendant laquelle la batterie a préchauffé. Et ce que je peux vous dire déjà, c'est que pour le deuxième arrêt, en théorie où la batterie sera très chaude déjà, eh ben rebelote. Donc là, on apprend quand même beaucoup. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est quel est l'impact sur la consommation. Et je peux vous dire que là aussi, d'une certaine manière, j'ai été assez impressionné, en tout cas par rapport à ce que j'ai fait il y a un an pile avec mon ancienne Model 3 Ghost. Donc voilà, là on va arriver à mes leads. Et vous allez voir que j'ai chargé, honnêtement, là, gros point positif, on arrive vraiment maintenant à des standards de vitesse, on va dire. Tesla, c'est peut-être pas le top du top, mais vous allez voir combien de temps j'ai mis pour faire un 11%, 79%. Rappelez-vous que j'avais fait une vidéo où j'avais montré que j'ai fait un 20-80 en 30 minutes. Et là, vous allez voir combien de temps j'ai mis pour faire un 11,79. Voilà, là, la charge va commencer. En fait, ça paye pas de mine, hein. On va monter un petit 120, 125 kilowatts. Bon. Et, vous voyez, la voiture prévoit 45 minutes pour arriver jusqu'à la charge nécessaire pour arriver jusqu'au prochain superchargeur. Et en fait, c'est vrai que le GPS est vraiment trop pessimiste. Alors, ABRP, vous allez voir, prévoyez 25 minutes. Là, 45, vous allez voir. Le résultat final, avec en fait vers 50%, je vous donne une petite idée, j'étais autour de 106-107 kW, ce qui est vraiment pas mal par rapport aux charges précédentes. Alors pour vous donner une petite idée au cours du trajet, hein, au départ plutôt, ABRP prévoyait que j'arriverais à 3% à mes leads, et en fait je suis arrivé à 11%. Le GPS, lui, était un peu plus optimiste, vous voyez là, j'arrive bientôt à la fin, et avant d'arriver à mes leads, et la ABRP me prévoyait 24 minutes. Alors c'est toujours pratique, hein, vous voyez aussi le taux d'occupation des bornes. Et finalement, 25 minutes quand j'ai démarré la charge. Et là, j'ai eu de la chance puisque une borne sur deux n'était pas occupée, donc j'ai pu charger un max jusqu'à la fin de la charge, ce qui est quand même plutôt bien. Alors c'est là, honnêtement, ça devient très intéressant. Vous voyez, là, j'ai consommé 56, à peu presque 57 kWh avec une moyenne de 188 Wh au kilomètre, une moyenne de 102 km/h, ce qui est pas mal. Et surtout, si vous regardez bien à droite, j'ai une sorte de batterie rouge là. Pendant 40% du trajet, la batterie a préchauffé avant d'arriver à mes leads, ce qui est énorme. 40% sur 300 km, ça fait 120 km, je peux vous le confirmer puisque j'ai vu sur l'écran. Et malgré ça, vous voyez que la consommation, vous verrez, on va comparer après à la fin la Model 3, est pas mal du tout. Donc, à garder en tête. Et quant à la charge elle-même, vous voyez, hein, pardon, je ne mens pas, 11,77%, 29 minutes. Donc on peut dire, sans trop se tromper, que 11,80, j'aurais été autour de 31 minutes, ce qui est nettement mieux que mes charges précédentes que j'avais faites, malgré que ça soit qu'un V2 là. Et on comparera évidemment à la fin par rapport à ma Model 3 Ghost avec la batterie Pana de 77 kWh, comment cette batterie-là se comporte. En tout cas, au départ, hein, n'oubliez pas que Tesla me disait 1h25 de charge. En tout, là, j'en suis à 29 minutes. Donc après, on continue notre chemin. Et alors c'est là où en fait j'étais un peu étonné, c'est que déjà on a eu un temps très froid. On a eu du -4 avec beaucoup de brume après Milan, comme d'habitude. Il faisait extrêmement froid. Et vous allez voir d'ailleurs que, je vous laisse un peu la surprise, que j'ai eu aussi une petite surprise au niveau des capteurs de la voiture. On va voir ça un peu plus tard. Vous voyez là, ça y est, la brume arrive. En fait, quand je regardais mes rétros, j'avais de la glace qui se formait au niveau des rétros, et je peux vous dire que pourtant je roulais pas vite, entre guillemets, j'ai essayé de mettre le préchauffage des essuie-glaces, je dis n'importe quoi, des rétros, mais ça n'a changé rien évidemment, puisque ça chauffe que la glace elle-même du rétro. Et donc ce qui s'est passé, c'est que probablement de la glace s'est formée au niveau des capteurs du pare-choc avant. Je vais vous montrer le message après. Par contre, le point positif, c'est que ça n'a pas impacté le radar. Donc j'ai
heureusement, entre guillemets, pu garder le radar, donc l'autopilote complet pendant l'intégralité du trajet. Et évidemment, dès que les températures ont réaugmenté, bah, le message d'alerte a disparu. Mais là, ce que je vais vous montrer, regardez, hop, j'ai encore le message de préconditionnement de la batterie, alors qu'on est très très loin d'arriver au superchargeur italien, où je devrais arriver vers 6-7%. Et là, je m'inquiétais un peu honnêtement, parce que avec la brume, je roulais pas du tout à 130, je roulais plutôt à 100, 110 maxi. Et malgré ça, eh ben, la batterie, j'arrivais à 6-7%, hein. Donc, je consomme quand même pas mal, puisque j'étais, vous allez voir, autour de 200 Wh/km, malgré le fait que je roulais toujours entre 100 et 110. Vous voyez là encore le message de préconditionnement. Là, je ne sais pas si on voit bien sur l'écran le message d'alerte, comme quoi les capteur ne fonctionne plus, et même si je déroulais la liste des incidents, vous savez, le petit rectangle en haut de l'écran mettait aussi que la navigation autopilote était affectée, mais en fait, ce n'était pas le cas. En fait, les capteurs sont surtout utilisés lors du dépassement semi-automatique. Moi, je ne l'ai pas. Donc là, le maintien dans la voie, c'est-à-dire les caméras et le radar, fonctionnaient parfaitement bien. Et je veux dire que j'étais à 7 hein, en termes de distance maxi, avec le brouillard évidemment, pour être on va dire en sécurité optimale, si je puis dire comme ça. Mais en tout cas, évidemment, il faut faire très attention. Et là, voilà, on est dans la litanie des travaux, et ça marche plutôt bien, hein. Honnêtement, c'est parfaitement stable. On va pas sur les plots, ça reste bien dans la ligne. Vous allez voir à la fin de la vidéo, j'ai quand même une petite démonstration pour doubler un camion où la voiture n'y va pas parce que le camion est un peu trop à gauche sur la voie, et en fait c'est tout à fait logique. Donc même moi j'y serais pas allé, donc c'est pas du tout un freinage fantôme. Et donc là on continue notre trajet, et là je vais vous montrer justement dépassement de camion en autopilote, hein, donc maintien dans la voie plus régulateur dynamique, et ça passe nickel, parfaitement. Pour vous dire quand même là, à mon avis, bon, ça aurait marché aussi avant, mais là, vraiment, c'est la première fois que j'ai absolument pas de freinage fantôme. Peut-être un mini, un endroit, j'ai pas trop compris d'ailleurs, mais franchement, parfait, parce que là, c'est des conditions, on va dire, pas compliquées, mais il y a pas quand même beaucoup de place pour entre le camion et la voiture. Là, je continue à filmer pour vous montrer, voilà, parce qu'il n'y a pas une différence énorme de vitesse entre moi qui suis à 100 km/h et le camion. Vous voyez, là, le camion est quand même. Et vous voyez, voilà, hop, là, il est un peu à gauche, et là, la voiture n'y va pas. Donc, et honnêtement, j'y serais pas allé non plus. Et c'est pas un freinage fantôme, là, évidemment. Et là, vous voyez, hop, ça recommence, et la voiture n'y va pas non plus. Donc là, bah, faut pas prendre du risque, hein. On va pas faire les braves dans ces conditions. Je peux pas gagner, et c'est pas le but de gagner de toute façon. Donc on attend, et après je vais passer en mode manuel pour pouvoir doubler le camion, pour là évidemment maîtriser la situation. Ah, quoi que non, vous voyez là, je continue. Non, en fait non, je suis même passé en mode manuel, mais par contre je fais très attention, j'ai les mains sur le volant comme d'habitude, et pour voir comment ça se passe. J'avais presque envie d'accélérer, honnêtement, là. C'est dans ces conditions-là, on se dit, franchement, on accélère un petit coup pour dépasser, alors qu'on est limité à 100, entre guillemets, ce qui est logique. Mais j'aime pas rester comme ça pendant des heures et des heures à côté d'un camion, et s'il se déporte un peu vers la gauche, ça peut être la catastrophe. Donc là, vous voyez, on continue. Les dépassements en mode automatique, AP autopilote, et là, pareil, ça se passe très bien. On fait attention. Donc franchement, là, j'avais plutôt tendance à me plaindre des freinages fantômes dans le passé. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que sur ce trajet-là, il n'y a strictement rien à dire. C'était parfait. Et alors, quel aussi confort en termes de conduite, hein. On arrive, on n'est pas du tout fatigué, puisque on est beaucoup plus à l'aise et relax, on va dire, dans la conduite. Alors évidemment, on reste concentré, mais franchement, on voit la différence avec une voiture qui n'a pas ce type de conduite autonome de niveau 2. Alors, avant de montrer l'arrêt en Italie, vous voyez là le givre, j'espère que ça se voit sur le haut et sur le côté droit du rétroviseur, et donc probablement j'avais aussi du givre sur les capteurs avant du pare-choc, mais comme je l'ai dit, hein, ça n'a pas impacté le radar, ce qui est une très bonne chose.
Par contre, évidemment, quand il neige et que quand vous avez 2, 3, 4, 5 centimètres de neige, enfin 5 ça fait beaucoup, mais 3 ou 2, 3 centimètres de neige au-dessus de la plaque d'immatriculation avant au niveau du radar, évidemment, là, le radar ne marche plus. Alors ensuite, on est arrivé au superchargeur italien de Varazze. Alors là, c'est intéressant aussi parce que pour arriver à destination avec 20% de batterie, ABRP me prévoyait 23 minutes de charge. Et je me suis dit, bon, bah, la voiture va me prévoir, on va dire, allez, 45 minutes comme le premier arrêt. Eh ben non, pas du tout. La voiture me prévoyait aussi 25 minutes. Et en fait, on va charger plus que ça, hein. Mais je peux dire que c'est vrai, j'aurais pu rester que 25 minutes, ce qui fait qu'en tout, j'aurais chargé 55 minutes contre 1h25 qui était prévu au départ par le GPS. Donc là, c'était plutôt une bonne surprise. Et sur cette deuxième partie de trajet italien, j'ai consommé environ 41 plus 5, 46,5 kWh. Je passais de 77 à 9%. Et vous voyez que ma vitesse moyenne n'est que de 93 km/h et ma consommation est de 200 Wh au kilomètre. Donc là, je me dis quand même, c'est quand même beaucoup. Je pensais consommer moins et surtout, hein, j'ai pas roulé à 130, j'ai pu rouler qu'à 110 ou 100 sous la brume. Donc je me demandais quand même qu'est-ce qui serait passé si j'avais pu rouler à 130. Est-ce que je serais arrivé à 9% de batterie? Et là, vous regardez encore le batterie rouge à droite. Là, vous voyez que j'ai encore eu un préchauffage, préconditionnement de la batterie pendant 49% du trajet. C'est énorme, plus de 100 km. Et malgré ça, on va dire, vous voyez que j'ai une consommation de 204 Wh/km. Vous allez voir que sur ma Model 3, ben, en fait, c'est pas beaucoup mieux. Alors, mon explication que j'ai, c'est que je pense que vous savez qu'on a une PAC hein, sur maintenant les modèles Y, les modèles 3, car là, il y avait quand même un temps très froid, moins 4 degrés, brumeux. Je pense que la chaleur de la PAC, émise par la PAC, ou en tout cas le rendement, n'était pas optimal, ce qui fait que probablement de la chaleur de la batterie avec l'octovalve était aussi transmise dans l'habitacle. Et donc, pour garder une température optimale de la batterie, eh ben, il y avait ce préconditionnement de la batterie qui s'est fait pendant un grand nombre de minutes, hein, plus d'une heure, là, facile, avant d'arriver au superchargeur. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je regardais avec SCAD ma Tesla quelle était ma température de batterie hein, bien avant d'arriver à Varazze. Vous voyez qu'elle est assez haute. Hein. J'étais un peu étonné, elle est autour de 39-40 degrés. Et je pense que c'est aussi voilà pour probablement donner un peu d'énergie calorifique pour le chauffage de l'habitacle. Je peux me tromper parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, 1 heure avant d'arriver au superchargeur, d'avoir déjà la batterie à 40 degrés. J'ai regardé aussi la température des stators et on voit en fait que ben on est autour de 38 à 42 degrés aussi, donc tout colle. Donc voilà, c'est ma propre hypothèse. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez voir que sur la dernière partie de trajet, évidemment, il fait beaucoup moins froid, hein, puisqu'on est près de la Méditerranée, il fait 8-9 degrés. Et je ne préchauffe pas la batterie dans ce cas-là, puisque j'arrive à destination, je vais pas à un superchargeur. Et vous allez voir qu'au niveau consommation, notamment vis-à-vis de la Model 3, c'est assez surprenant. Les résultats, franchement, là, j'ai été bluffé. D'ailleurs, vous voyez, sur cette dernière partie de parcours, où j'ai consommé 46% de batterie, soit 32 kWh. Ma moyenne est de 86 km/h, mais la température extérieure est nettement supérieure, hein. Je suis autour de 9 degrés. Et donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va regarder par rapport à mon ancienne Model 3 Ghost. Donc à gauche, vous avez mon modèle Y, à droite, vous avez mon ancienne Model 3. Et vous voyez que pour la première partie du trajet entre Mulhouse et Mélide, j'ai consommé 57 kWh avec le modèle Y contre 54 kWh pour la Model 3, 188 contre 178 Wh au kilomètre. Mais vous voyez que j'ai été à une moyenne de 102 km/h pour le modèle Y contre 99 pour le modèle 3. Donc concrètement, la différence n'est pas énorme. J'ai 3 kWh, ça fait à peu près 5% de différence, sachant que mon modèle Y a préconditionner la batterie pendant 40% du trajet, que le modèle Y est plus lourd, que j'ai des pneus neige de 255 en 19 alors que c'était des pneus de 235 en 18, c'est les mêmes pneus, hein, des snowproof Nokian dans les deux cas.
Et par contre, j'avais pas la pompe à chaleur sur la Model 3. En sachant qu'on était chargé à ras-bord, probablement peut-être même plus lourd qu'avec la Model 3 la dernière fois. Voilà, pour dire que bon, ça serait intéressant de voir avec une Model 3 pack, mais franchement, la différence est loin d'être énorme. Vous voyez que j'avais du mal à faire aussi plus de 300 km avec la Model 3 si je ne partais pas à 95 ou 96%. À 80-20, c'est sûr que je n'y arrivais pas non plus. Quant à la vitesse de charge, là c'est difficile à dire parce qu'avec la Model 3 l'année dernière, j'avais chargé jusqu'à 94%, donc j'étais resté 45 minutes contre 29 minutes pour le modèle Y. Vous allez voir sur la deuxième charge, là il y a plus d'infos à interpréter. Donc on voit qu'en fait que le préconditionnement de la batterie pendant 40% du trajet, la PAC finalement compense cette dépense énergétique par rapport à mon ancienne Model 3 Ghost où certes je ne préconditionne pas mais j'ai pas de pack. Alors les 5% franchement honnêtement c'est vraiment pas grand chose par rapport aux deux voitures. Et là maintenant c'est sa deuxième partie du trajet pour aller jusqu'au superchargeur italien Varazze. Et là vous voyez que j'ai consommé 41,5 plus 5, 46,5 kWh avec le modèle Y, compte c'est tout en bas à droite, 44, 43,6 avec la Model 3, 62 contre 69%. Donc là, pareil, pas une énorme différence entre les deux voitures. Par contre, ma moyenne horaire là est de 99 km/h avec le Model 3 contre 93 avec le Model Y, mais la température extérieure était de 9 degrés. Il faisait plus chaud l'année dernière que cette année, donc concrètement, voilà, on voit que c'est un peu toujours le même écart hein, de consommation autour de 5%, sachant que là, pareil, pendant plus de 45% du trajet, j'ai préconditionné la batterie. Et enfin, sur la dernière partie, alors là, c'est vraiment assez incroyable. Avec le modèle Y, j'ai consommé 32 kWh avec une moyenne de 191 Wh au kilomètre et une moyenne de 86 km/h. Et avec la Model 3 l'année dernière, j'ai consommé 34 kWh avec une moyenne de 85 km/h. Donc concrètement, sur cette dernière partie, qui est exactement la même, hein, il n'y a aucune différence, c'est le même trajet. J'ai fait les 3 km de moins avec le modèle Y, mais bon, c'est négligeable. Et ben, la grosse différence, c'est évidemment la température extérieure, puisqu'il fait 8-9 degrés, et puis surtout là, j'ai pas le préconditionnement de la batterie, puisque je ne viens pas supercharger. Donc là, concrètement, ça veut dire que bah, probablement qu'en été, quand il n'y a pas besoin de vraiment préconditionner la batterie avant d'arriver au superchargeur, il y a de fortes chances que mon modèle Y 2021 ben, ne consomme pas plus que mon ancienne modèle 3 Ghost performance avec des roues de 18 pouces. Alors c'est au conditionnel bien sûr, hein, puisqu'en pneu été j'avais des Michelin, là j'ai des en coupe, donc ça serait peut-être un peu différent. Mais on sait toujours qu'entre la LR 2021 avec la PAC, et j'avais fait ces tests en vidéo hein, avec un collègue d'Alsace, il y a quand même 10% de différence de consommation entre une LR 2021 avec le package G par rapport au modèle Y. Mais par rapport à la Model 3 2019, bah, évidemment, honnêtement, il n'y a pas une énorme différence. Voire pas du tout quand il fait 10 degrés, puisque là c'est exactement le même trajet, la même moyenne horaire, hein, 86 km/h contre 85, et je suis même allé plus vite en vitesse max avec le modèle Y, je suis monté à 130 alors que j'ai pas dépassé les 109 avec la Model 3 l'année dernière. Donc pour résumer, hein, c'est plutôt positif hein, ce trajet en termes de consommation. J'étais un peu anxieux entre guillemets sur la deuxième partie là où je voyais que malgré que je roulais à 110, ben, mon autonomie n'augmentait pas. Mais quand on voit celle de la Model 3 l'année dernière où il y a que 3 kWh de différence euh, sur 200 km, en fait voilà, non, c'est vraiment pas spécifique. Mais par contre, la différence c'est ce préconditionnement de la batterie par température très froide qui dure très longtemps mais qui au final est probablement compensé par la consommation limitée de la PAC. Alors concrètement, combien de temps j'ai mis en tout? J'ai mis 8h20 avec la Model Y, le Model Y en partant du Super U de Redisheim, et l'année dernière, eh ben, j'avais mis 8h40, mais j'avais chargé beaucoup plus qu'il ne fallait à mes leads. Et là, vous voyez que sur la deuxième charge, j'ai fait un 32,82 en 23 minutes l'année dernière avec la Model 3. Alors que là, j'ai fait un 9,79 en 33 minutes. Donc honnêtement, la vitesse de charge là, bah, elle n'est pas vraiment différente entre mon ancienne Model 3 et mon nouveau Model Y.
Alors Waze en thermique me prédisait une arrivée à 21h50 contre 23h20, donc 1h30 de moins, sauf que, ça n'a pas prévu le brouillard où j'ai dû rouler à 510 au lieu de 130, et puis j'ai chargé un peu plus que de raison, donc concrètement, voilà, je pense qu'il y aura 1 heure de différence par rapport à un thermique. À supposer qu'on fasse le trajet en thermique d'une seule traite, ce qui est quand même peu probable en famille, donc on va dire, allez, une demi-heure de différence pour 2 arrêts, ce qui reste raisonnable, honnêtement. Après, si vous avez 3 ou 4 arrêts, bon là, évidemment, ça, l'addition peut être plus lourde, mais honnêtement, 30 minutes ou même 1 heure sur un trajet qu'on fait 1 ou 2 fois par an, franchement, moi, ça me pose pas de problème. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite, parce que je sais pas si j'aurai le temps de faire d'autres vidéos d'ici Noël ou le jour de l'an, de très belles fêtes de Noël. Prenez bien soin de vous surtout. Et je vous remercie encore pour votre fidélité. Et on se dit à très bientôt sur Tesla Zas. Ciao!